Le cercle RH sous forme de débat ou de regard croisé, on y revient dans quelques instants. On va parler des tiers-lieux. Vous en avez sûrement entendu parler. Alors, c'est pas du coworking, pas tout à fait. C'est une petite révolution dans la manière de travailler. Et cette révolution est portée par un rapport, notamment porté par Patrick Lévivette, qui a été remis au Premier ministre. C'était dans le Calvados il y a quelques semaines. Qu'est-ce que les tiers-lieux? À quoi servent-ils? Ne serait-il pas un levier potentiel de relance? Possiblement. On va en parler avec mes invités. Patrick Lévivette, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir sur l'émission Smart Job, président de la Fondation Travailler Autrement et président de l'association France Tiers-Lieux, qui est le sujet qui nous très beau rapport, une synthèse, et puis un gros rapport très épais remis au Premier ministre. C'est un travail titanesque que vous avez mené avec une équipe, faut-il le préciser, avec des photos, avec des expériences très concrètes dans des villages. On va y revenir avec vous. Et puis à vos côtés, puisque vous partagez ce mot, vous avez ce mot en commun, les tiers-lieux, Gauthier Tout le Monde. Bonjour Gauthier. Bonjour Arnaud. C'est un plaisir de vous revoir. Président de Web Island. Nous sommes d'accord ? Nous sommes d'accord. Vous avez fait des... Alors, vous avez des tiers-lieux, vous portez cette question, vous êtes chef d'entreprise à l'origine, entrepreneur, il faut le préciser. Puis un jour, vous vous êtes dit, tiens, je vais aussi, moi, vivre mes aventures et je vais travailler à distance et montrer que, même en travaillant dans le désert d'Oman, on va voir quelques images dans un instant, ben on peut produire, on peut réfléchir. Alors, vous êtes toujours accompagné d'un animal, vous êtes seul. Vous êtes un peu le Tom Hanks dans le film, tout seul, avec son ballon de basket et ses cheveux sur la tête en laine. Il y a un peu de ça chez vous, une sorte d'aventurier. Le tiers-lieu, pour vous, c'était quoi l'idée du tiers-lieu? Puisqu'on va parler maintenant concrètement de ce sujet, mais le tiers-lieu, ça dit quoi pour vous? Alors, à l'origine, je voulais prouver qu'avec les nouvelles technologies, l'énergie solaire, on pouvait vivre en totale autarcie de n'importe où. Et vous l'avez prouvé? Je l'ai prouvé. Il s'avère que dès l'âge de 5 ans, je rêvais de partir sur une île déserte avec un chien. Et en 2005, j'ai rejoint l'explorateur Jean-Louis Etienne à Clipperton. Je me suis aperçu que les scientifiques qui travaillaient là avaient des ordinateurs alimentés par des panneaux solaires. Et ensuite, en 2010, j'ai participé au premier tour du monde de l'histoire à l'énergie solaire avec un bateau qui s'appelle Planète Solar. Et donc, je me suis dit, l'énergie solaire, c'est génial. Et donc, je vais pouvoir vivre à la fois mon rêve d'enfant et mon rêve d'entrepreneur, qui est de pouvoir travailler à distance à un certain moment. C'est un tiers-lieu pour montrer aussi qu'on peut utiliser des énergies renouvelables qui vous permettent d'être autonome sans avoir besoin de prendre du pétrole et du gaz. On peut voir quelques images. Je crois qu'on a quelques images en régie. Toute l'équipe était assez impressionnée d'ailleurs de voir vos images de vous assis sur votre petit fauteuil avec le chat. Votre chat, parfois c'est un chien, parfois c'est un chat. Et puis on en a une autre où il y a les panneaux solaires qui sont intéressants. On voit bien que vous êtes dans le désert d'Oman, me semble-t-il. C'est ça. Qui est un très bel endroit. Voilà, ça c'est assez impressionnant. Ça c'est vous dans le désert d'Oman. C'était en quelle année ça? C'était en 2017. 2017. Revenons à l'Hexagone, Patrick Lévivette, parce que ça fait évidemment rêver. Ça vous évoque quoi, ce tiers-lieu? Parce qu'en même temps, c'est un tiers-lieu très bon camp. C'est moins moderne que vos tiers-lieux. C'est fascinant de voir la capacité qu'a l'homme d'aller n'importe où sur la planète aujourd'hui et de pouvoir travailler, y vivre, sans doute y survivre un peu aussi. Et en tout cas, ça doit être une expérience formidable. Survivre, non, vous n'êtes pas d'accord? Si, il y a entièrement d'accord. On vit heureux ou on y survit? Il y a différentes étapes. Les deux, hein. Les deux, ouais. Il y a différentes étapes. Les 15 premiers jours, c'est en général terrible, notamment sur l'île déserte, parce qu'il pleuvait tous les jours, c'était très dur. J'étais sous une trie, donc j'ai perdu 14 kilos, j'ai eu des maladies tropicales. Donc c'est à la fois le paradis et l'enfer, suivant les heures et les jours. Paradis et l'enfer. Bon alors, parlons des tiers-lieux, du rapport que vous remettez à Jean Castex. Vous n'avez pas évoqué évidemment tous les risques de perte de poids dans vos tiers-lieux. Vous dites au Premier ministre, à travers ce réseau, que c'est un levier de croissance, un levier de relance. Expliquez-nous, moi j'ai comparé au début de l'émission ces tiers-lieux à une espèce de mouvement des MJC, une sorte de révolution très profonde de nos manières de travailler. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, c'est un des éléments que j'évoque dans le rapport sur ce sujet. En réalité, dans les années 60, émerge la société des loisirs. On oublie que les vacances, c'est très récent, ça fait moins d'un siècle. Et à cette société des loisirs, André Malraux avait, dans le mouvement d'éducation populaire qui commençait à naître, avait suggéré de pousser cette idée des maisons des jeunes et de la culture pour permettre aux gamins d'aller en vacances, bien sûr, près de chez eux. En fait, le mouvement qu'on connaît et qu'on a mis en exergue d'une certaine façon depuis maintenant plusieurs années, depuis 3 ans, montre qu'on est passé de 1000 tiers-lieux à peu près en 2017 à probablement près de 4000 fin 2022. Ouais, vous dites 3500, probablement vers 4000 en 2022. Absolument. Ça. Donc 4 fois plus. 4 fois plus, dans une période dans laquelle on a été quand même confiné pendant 1 an.
et sur des chiffres 2019 qui sont à peu près 2500, c'est-à-dire avant le Covid. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait simple, enfin c'est assez logique, on va dire. C'est qu'on est face à des bouleversements et des transformations d'une ampleur inédite. La transformation numérique, elle est probablement aussi importante qu'a été celle de la naissance de l'électricité ou de l'écriture en son temps, puisqu'elle ouvre des perspectives, elle nous conduit à changer notre manière de consommer, de vivre, de travailler, de construire. Et donc, à partir de là, elle bouleverse au fond nos mentalités, nos aspirations. Ça, c'est le premier point. Puis vous avez d'autres révolutions qui sont en train d'arriver et qui viennent cumulativement, on va dire... Le numérique, puisqu'on l'évoquait. Le numérique, mais la transition écologique est évidemment tout à fait importante. Le fait que l'on veuille redéployer localement, refaire de l'activité locale, reproduire localement, oui. Tout ça conduit au fond, chacun d'entre nous et collectivement partout sur le territoire, à inventer de nouvelles façons de faire. Et donc d'inventer de nouveaux lieux pour le faire. Juste d'un mot, parce que je n'ai pas précisé que vous aviez à côté de cela, ce n'est pas votre activité professionnelle, Patrick Lévy-Vetz. Non. Vous avez une entreprise à gérer, une grosse entreprise. Quand même, qu'est-ce qui vous anime? Vous auriez pu tout à fait rester à la tête de votre entreprise, la gérer en bon père de famille, pour utiliser une expression. Là, vous vous impliquez, vous faites des réunions, c'est un travail titanesque. Pourquoi vous portez ces tiers-lieux à bout de bras? En fait, c'est pas tant les tiers-lieux au départ. Eh oui, il y a autre chose. Non, d'abord, moi j'ai toujours été convaincu, je l'ai toujours fait, c'est que quand on a la chance, la vie vous sourit, que vous conduisez des activités, et au fond, que la vie vous a souri beaucoup. Vous rendez J'aime pas le mot rendre, je dis participer à la vie et à l'activité de la cité et être un acteur de la cité. Et il se trouve que quand en 2018, j'étais venu en parler à l'époque chez vous. C'est exact, avec Welcome to the Jungle. Oui, exactement. On a fait émerger, on pensait qu'il y avait un phénomène émergent. Bon, vous avez devant vous un nombre d'acteurs qui tout d'un coup vous démontre aussi de l'utilité économique et sociale de ces lieux. Vous dites ça marche. Vous êtes embarqué. On y va. Vous êtes embarqué. Vous êtes embarqué, ouais, c'est ça. Et après, il y a un sujet très simple dans ce pays. Si on veut faire bouger les lignes, il faut vraiment s'investir. Ce que vous avez fait. Oui, on fait bouger les lignes, on fait bouger les manières de penser des institutions de la République. Et on arrive jusqu'à ce que ce qui était conduit, au fond, en 2018, on me regardait avec un air un peu condescendant, vos trucs, là, vos machins. Tiers-lieu, on ne savait pas trop ce que c'était. Quand j'ai emmené le Premier ministre dans un lieu en Normandie, qui est l'atelier normand, où on fabrique, on refait avec la main, le fer, le bois, on recrée vraiment de l'activité en hyper proximité. Il a fini par me dire, enfin je lui ai dit en 2018, on pensait que ces trucs c'était des trucs faits pour des machins avec des gens à cheveux longs, un peu des vieux pulls, des caricatures. Des caricatures. C'est en fait aujourd'hui 150 000 personnes qui participent à des activités quotidiennement. En 2019, fin 2019, c'est 2 200 000 personnes qui ont fait un projet, une activité, et 4 millions de personnes qui ont participé à des activités culturelles. C'est un véritable phénomène de société. Et c'est une autre façon d'appréhender la vie. C'est aussi une capacité, évidemment... Et les territoires, si je peux me permettre. Et les territoires. Évidemment, des territoires, j'allais y venir. La crise sanitaire, en fait, elle a fini par convaincre, je pense, à peu près tout le monde, qu'on était un peu comme des hamsters dans notre société moderne, dans la roue. Alors, vous êtes allé loin. Ça tout le monde. Des hamsters dans une roue. Et qu'au fond, en s'arrêtant, on s'est rendu compte de l'absurdité d'un certain nombre de modes de vie que nous avions. 1h30 de transport le matin et le soir, ça n'est plus envisageable mentalement. D'ailleurs, les jeunes générations le refusent. Et donc, vous recréez le sentiment que pour être utile, il faut remettre l'église au milieu du village. Et l'église au milieu du village, c'est donc travailler proche de chez soi. Je rappelle, en l'espace, je crois, de moins d'un siècle, on est passé de 10 minutes domicile-travail à pied à 1h, 1h30 en voiture ou en transport en commun. Ouais. Ça dit tout du mode de vie, de la métropolisation et donc de la façon... Des galères. Mais oui. Et ça dit aussi combien nous avons devant nous des ressources incroyables pour répondre à cette transition écologique. Dans le premier rapport qu'on avait fait, des millions de CO2 qui sont de tonnes de CO2 qui sont économisées juste parce qu'on travaille 2 jours par semaine projeté chez soi. Donc on voit bien que les tendances qui viennent seront des tendances où la proximité va essayer de vivre et va
on va pouvoir vivre en proximité, travailler en proximité, et en même temps, évidemment, 2-3 jours par semaine, vaquer à ses occupations plus loin de son domicile, proche de son domicile. Je donne la parole à Gauthier Tout le monde, mais on parlera du volet social, parce qu'il y a des exemples assez concrets, notamment cette femme qui s'appelle Pierrette et qui travaille à Alixan sur le volet RSA, le fait de remettre aussi en selle des personnes qui sont au RSA et qui vont pouvoir trouver une activité. En l'occurrence, Pierrette, elle s'occupe d'accueillir dans un des tiers-lieux, et ça c'est intéressant de parler de Pierrette, je ne sais pas si vous en êtes évidemment d'accord. Gauthier Tout le monde, vous vous retrouvez dans ce discours finalement d'une société qui tourne un peu sur elle-même comme le hamster, je reprends l'expression de Patrick Lévy-Vetz, et qui fait un pas de côté, parce que j'ai quand même le sentiment que vous aussi, dans la manière dont vous avez regardé votre vie, chef d'entreprise, ça marchait plutôt pas mal, puis vous faites un pas de côté, puis vous dites, tiens, je pars avec ma petite guitoune, mes petits panneaux solaires, mon ordinateur, mon chat. Est-ce qu'il y a une philosophie dans ce qui vous guide, là, dans ces choix de vie ? Alors, il y a une volonté écologique, et puis j'aime bien l'innovation. Et je trouvais qu'on était arrivé à un moment dans mon entreprise où on commençait à s'encrouter et vivre dans une espèce de routine que je trouvais extrêmement malsaine. Donc un jour, j'ai convoqué mon équipe et j'ai dit, voilà, je vais vous parler d'un projet qui est un petit peu original. Ah oui, ils ont dû s'asseoir après. Donc il faut faire pas mal de pédagogie, parce qu'au départ, on dit, ça y est, ça le reprend, c'est un cinglé. Bon. Ouais. Et puis finalement, j'ai demandé si quelqu'un voulait partir à ma place, mais j'ai précisé que c'était en mode survie. Donc là, j'ai pas eu vraiment de candidat. Quand vous dites mode survie, c'est-à-dire on se débrouille pour l'eau, on se débrouille pour la nourriture. Vous récupérez l'eau. C'est Koh-Lanta en mieux, un petit peu mieux. Non, c'est pire. D'accord. Ah oui, c'est rassurant. Oui, c'est pire. Là, vous donnez vraiment envie à ceux qui vous regardent de dire je reste sur mon canapé là. Alors on dit souvent j'en ai marre, je vais partir sur une île déserte, mais on peut partir d'une façon différente. Mais en fait, j'avais bien préparé l'expédition avant mon départ avec mon équipe. Il faut quand même bien tout préparer pour éviter les bugs. Une fois sur place, je m'étais dit que pour supermarché, ce serait la mer. Or, pêcher n'est pas quelque chose de très facile. Bah oui, vous c'est pêchez vrai. des poissons de lagon, parfois ils sont carrément toxiques, donc vous ne les mangez pas. Ce qui fait que je me suis contenté de riz et de noix de coco. Et comme j'ai pas une grande passion pour la noix de coco, je n'ai pris quasiment que du riz. Et donc, au bout de 15 jours, vous êtes totalement sous-nutri. Et j'ai eu des maladies tropicales, parce qu'évidemment, sur une île, il n'y a pas de... Sûr. Et donc, j'étais carrément affaibli. L'eau, vous aviez une source d'eau pour... J'avais pas de source d'eau, mais j'avais des récupérateurs d'eau, donc vous mettrez des... Qui permettait de filtrer. Qui permettait de filtrer. Donc, on peut voir quelques images, parce que je vois Patrick Lévy-Vetz qui porte ce sujet, c'est très hexagonal et je dirais très structuré, qui vous regarde et qui se dit, ce type est quand même un peu dingue. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Patrick ? J'ai rien dit, moi. Non, je vois dans vos yeux, vous dites, quand même, il est un peu dingue. Non, je trouve toujours intéressant quand l'homme cherche à découvrir, à aller au bout de ses limites et peut-être... Enfin, j'imagine qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Si je vous mettais tous les deux sur une île déserte, je suis persuadé, même dans les mêmes conditions, que vous débrouillerez. Ouais. En fait, on a tous des capacités absolument incroyables à s'en sortir, à oui, s'adapter. Je suis pas sûr qu'on l'aurait choisi. C'est la différence avec vous. Oui, parce que nous, personnellement, on ne demande pas tous les deux à partir sur une île déserte, pour être assez honnête. Bon, faut le dire. Ensemble non plus. Ensemble non plus. Voilà, on n'a rien demandé. Regardez les images. Vous allez peut-être mieux vous rendre compte. Ce sont des images que vous avez rapportées. Donc, j'imagine faites par vous-même. Vous autogérez aussi vos images. Tout à fait. Regardez, ça permet de mieux se rendre compte. Et puis, comme ça, vous ferez un choix à l'issue en disant j'y vais ou j'y vais pas. Je vais plutôt aller dans les tiers-lieux mis en place par Patrick Lévy-Vetz et son association. Regardez. Vous aviez décidé de partir combien de temps, Gauthier Tout le monde ? 40 jours, parce que c'est difficile de diriger une société au-delà de 40 jours, donc ça me paraissait un maximum. Donc si moi j'ai pu le faire à 10 000 km de mon bureau à Paris, à 10 km, il n'y a pas de problème, ça marche. Le citadin que j'étais a eu du mal à vivre au départ avec des tempêtes, qui étaient vraiment très fortes, des gros orages. Par contre, je voulais un chien, parce que je trouvais que ce serait un rempart contre la solitude. Donc, je trouvais que des chats... Combien ? 5. Ah oui, parce qu'il y avait beaucoup de rats. Finalement, c'est extraordinaire. Je pense que le citadin, c'était Théodore Monod qui le disait, a complètement oublié tout ça. Donc moi, je l'ai réappris en 40 jours. Et 40 jours, c'est largement suffisant. C'est intéressant, Gauthier Tout le monde, parce que ça rejoint exactement les dernières phrases de Patrick Lévy-Vetz sur l'idée qu'on a quand même capacité, alors là vous êtes dans l'extrême, mais que les urbains ont peut-être aussi beaucoup de choses à apprendre de tiers-lieux, d'espaces plus ruraux, ça c'est intéressant. Vous avez réussi, juste une question avant de redonner la parole à Patrick Lévy-Vetz, vous avez réussi à gérer votre boîte à distance ? Est-ce que concrètement c'était possible ? Vous avez pu envoyer vos mails, c'est en Indonésie, il faut le préciser là, l'image. J'ai pu, donc au large de Sumatra, j'ai pu envoyer des mails, on faisait quelques Skype, mais ça coûte très cher l'internet satellitaire, il n'y a pas de réseau.
Mais ça fonctionne. Et donc on n'a pas. Les réunions sont courtes, au moins c'est l'avantage. Oui, mais on n'a pas dérogé sur la qualité des magazines que l'on sortait. Donc on a fait exactement la même chose, sauf que pour l'insulaire que j'étais, je commençais avant le lever du soleil vers 5h du matin. Oui. Et comme il y avait un décalage horaire avec la France, je me couchais vers minuit. Donc ça a été, du point de vue professionnel, quelque chose d'assez intense. Vous dormiez un peu l'après-midi, j'imagine, pour vous reposer un peu, non? Oui, parce qu'il fait tellement chaud que vous ne tenez pas. Et juste un mot, vous avez appris quoi sur vous? Justement, cette capacité. En fait, au départ, on a du mal à se supporter. Donc il faut déjà apprendre à se supporter, à se connaître. Mais on sait repousser ses limites constamment. Donc c'est possible de repousser ses limites. Vous avez aussi fait face, Patrick Lévietz, à des choses évidemment moins difficiles, c'était pas de l'extrême, mais face aux critiques, face à ceux qui vous disaient, vous le disiez, le tiers-le, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un machin public. J'aimerais que vous répondiez à cette question, parce que ceux qui nous regardent se disent, mais c'est encore un truc subventionné par l'État. Vous dites non. Il peut y avoir un accompagnement des institutions. D'ailleurs, dans votre rapport, il y a quelques personnalités, présidents de région notamment, présidents de département, mais c'est pas un machin public, on est d'accord? Non, le phénomène des tiers-lieux, c'est d'abord un phénomène alternatif, même anti-institutionnel à l'origine, qui est né dans les années 60, 80, mais vraiment alternatif. Ce mouvement alternatif, petit à petit, il répond à un besoin de société. Et donc, il répond à un besoin de se retrouver proche de chez soi, je le disais, de faire des activités, d'innover. C'est aussi un mouvement qui vient après la désindustrialisation, qui fait que des territoires entiers se sont totalement vidés et de leur population et d'activités, et des hommes et des femmes qui ne veulent pas mourir, entre guillemets. Moi, j'ai eu ce mot, est venu quand je suis allé sur le terrain, dans des villes pauvres, et qui décident de se mettre ensemble et de recréer de l'activité. C'est vrai que le numérique a permis énormément de choses, et c'est vrai que ça redonne de l'espoir. Je rappelle, il y a 4 ans, il y avait 3 ans, il y avait 15 000 zones blanches, c'est-à-dire incapacité de passer une pièce Word ou un pièce PDF par les réseaux. Je veux dire, à 1 heure de Paris, des grandes métropoles. Il y en a encore, mais moins. Il y en a encore de moins en moins en 2024. Ça aide aussi, le fait d'avoir des tiers-lieux. On est obligé de se connecter, ils sont obligés d'être connectés. Oui, bien entendu. Et donc, le sujet n'est pas public, il y a de l'aide publique. Enfin, si vous enlevez, c'est ce que je dis toujours, notamment à Bercy, si on enlève toutes les subventions et toute la commande publique du monde du bâtiment et de la construction, vous allez avoir un léger sujet dans ce pays. Donc, en fait, la question n'est pas de savoir s'il y a une intervention publique. La question, c'est si quand vous mettez 1 euro, vous avez de la création de valeur. C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Et ça s'appelle de l'investissement. Et la réalité, c'est que quand vous mettez aujourd'hui, on n'a pas les chiffres, on n'a pas une évaluation parfaite, mais ce qui est clair, c'est quand vous soutenez les tiers-lieux, en moins de 3 ans, c'était une économie sociale et solidaire, qui le reste d'ailleurs en partie, mais vous avez en 3 ou 4 ans un équilibre entre les fonds privés, les activités privées, les activités publiques de façon générale. C'est-à-dire que vous avez la fabrication de création de valeur qui est inhérent même à la notion de tiers-lieu, de valeur économique, et je vous vois venir, de valeur sociale et d'inclusion sociale, parce que c'est évidemment des outils formidables d'inclusion sociale. Oui, parce que pour ceux qui nous regardent, c'est pas la version, pour les Parisiens pour le moins, de coworking, très moderne, avec la salle de sport. C'est pas tout à fait ça. Il peut y avoir dans un espace tiers-lieu un café solidaire, il peut y avoir plein de choses, des coopératives, il peut y avoir des réparateurs de vélos, il peut y avoir aussi des ingénieurs qui travaillent sur des fleurs, des plantes. C'est un peu ça, c'est une forme de diversité. Et puis c'est aussi de l'inclusion sociale, parce que si j'ai bien lu, notamment je pensais à Lixan, je citais tout à l'heure Pierrette, c'est des gens qui étaient au RSA à qui on les remet au travail et ils deviennent des animateurs, des médiateurs de tiers-lieux. Racontez-moi ce volet social aussi, qui est important. Alors, dans un tiers-lieu, d'abord le tiers-lieu, il épouse le besoin de son territoire et ce que les citoyens et les gens font et vont venir faire à l'intérieur. Donc vous avez des tiers-lieux qui sont solidaires, où vous avez du télétravail, vous en avez qui sont plus productifs. C'est très varié. C'est extrêmement varié, et ça répond aux besoins du territoire et des personnes qui le créent ou qui le développent, donc de l'initiative et de l'engagement de ceux qui le font. Le deuxième point, c'est que tous ces lieux, quasiment tous, dès lors que vous sortez des grandes métropoles, mais vous en avez évidemment aussi dans les grandes métropoles,
ont des activités d'utilité sociale. Au demeurant, le programme Territoire Zéro Chômeur Exact. et vient de créer des tiers-lieux. La Croix-Rouge se met en tiers-lieu, tout simplement parce que vous hybridez des activités et vous hybridez des typologies de personnes. Je ne vous ai pas demandé, c'est quoi le statut juridique? C'est quoi? Il y a un fonds de commerce, qui on va voir et quel est le statut juridique? Voir un avocat, je lui dis je veux créer un tiers-lieu. Il vous dit mais je ne peux rien faire pour vous, moi. Non, mais c'est très simple. D'abord, vous avez le lieu. Il faut le bâti. Il faut le bâti, souvent mis à disposition par les collectivités. D'accord. Et puis après, vous créez une société. En général, ce sont des sociétés qui s'appellent, des statuts qui s'appellent les SIC, qui permettent d'intérêt collectif. D'accord. Vous avez plusieurs types d'acteurs qui peuvent être dans le capital, dont la puissance publique d'ailleurs. Et puis vous avez aussi des associations. Mais essentiellement, c'est souvent de l'économie sociale et solidaire. Vous avez des entreprises tout court, des sociétés SA classiques. Donc en réalité, pour revenir au sujet social, vous avez énormément d'activités qui permettent en effet d'inclure des personnes en difficulté et de les remettre soit en activité, soit de faire un sas. Une transition pour revenir de loin, ils reviennent de loin, et pour évidemment permettre l'inclusion et d'être un sas avant le retour vers la vie professionnelle. Et vous avez dans ces lieux des patrons de start-up et des gens qui sont des demandeurs d'emploi. Vous avez dans ces lieux des gens qui s'occupent de transition numérique. Je rappelle, il y a 13 millions de personnes qui ne sont pas... où il y a un problème d'inclusion numérique. 13 millions de personnes sont éloignées du numérique, éloignées du monde d'aujourd'hui. Pas que des personnes âgées. Non. Et donc tout ce travail de lien social, de lien avec la population se fait à l'intérieur de ce tiers-lieu. Vous en pensez quoi de ce maillage territorial? Parce que vous n'êtes pas parisien, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes un homme du Nord. Au sens propre du mot, du département du Nord. J'ai regardé la carte, le Nord est assez bien doté, la région centre, on a beaucoup moins qu'en Bretagne. J'ai vu que la Bretagne était très dynamique en matière de tiers-lieux. Le Nord, il se situe comment? Bien doté. Hein. Bien, mais parce qu'il y a aussi une culture de l'entraide, de solidarité très forte dans le Nord. La culture d'entreprise, de l'entraide, c'est une région solidaire. Oui, absolument. Alors, je ne vais pas faire publicité pour le Nord, mais les gens sont très sains, très gentils, très coopératifs. Très solidaire, encore une fois. Donc, que ça se passe bien dans le Nord, ça ne m'étonne pas du tout. Je ne sais pas ce que ça serait si vous ne faisiez pas de pub pour le Nord. Non, il ne fait pas de pub pour le Nord. Mais les gens sont sympas, je confirme, j'ai travaillé assez longuement dans le Nord. La suite de cette aventure, qui est plus qu'une aventure, qu'est-ce que vous dit d'abord le Premier ministre? Parce que vous nous dites quand même que le lieu est un peu alternatif. Je pensais, historiquement, mais il y a un petit côté où on se rassemble tous, même si on ne fait pas le même métier. On va faire un jardin solidaire, on va faire du bio, on va faire... Est-ce que ce côté un peu alternatif n'agace ou n'inquiète pas finalement les institutions qui se disent mais qu'est-ce que c'est? C'est ingérable. Et je trouve que vous l'avez institutionnalisé, vous lui avez donné, je dirais, une couleur très carrée. C'est quoi la suite maintenant de ces tiers-lieux? C'est de les suivre? La formule vient d'un conseiller de l'Élysée, pas plus tard qu'hier, donc c'est drôle, qui dit au fond on n'y comprend pas grand-chose, mais en fait ça marche. Eh bien, mais je trouve très intéressant parce que évidemment c'est totalement, je déteste le mot, mais disruptif dans la manière dont on conçoit les choses. On est dans une société en silo. Ce sont des lieux transversaux. On est dans une société où les activités ne se rencontrent pas. C'est des lieux où on hybride les activités. Ce sont des lieux. On est dans une société où les catégories socio-professionnelles ne se rencontrent plus. Et là, on a des gens de tous niveaux socio-professionnels. En réalité, la puissance publique, elle a du mal, d'où on vient, un mode de production industrialisé issu du 19e siècle, début du 20e, la puissance publique, et c'est normal, elle a du mal à s'adapter à ce qui ne rentre pas dans des cases. C'est clair. Pas que la puissance publique. Oui, mais en partie. Parce que quand vous regardez le monde économique et l'entreprise classique, elle est perturbée par la naissance, elle est fracassée par ces tiers-lieux. Elle a du mal à accepter, le management a du mal à accepter qu'on puisse aller travailler à distance et qu'on aille travailler. En fait, si on n'est pas dans le bureau, dans notre pays, en management, ça veut dire que forcément, on est en vacances. Vous glandouillez. C'est donc voilà, donc cette réalité-là, elle est en train de bouger. Elle bouge tout simplement parce que c'est une aspiration citoyenne et que la puissance publique, les acteurs et les hommes politiques sont eux-mêmes contraints d'écouter, d'entendre cette réalité. Donc il faut organiser différemment, il faut penser différemment. Pour revenir à ce que vous me posiez, le Premier ministre, il prend acte. Je pense qu'il a été très perturbé. Lui aussi. L'idée qu'il avait créé un tiers-lieu chez lui à Prades, un petit tiers-lieu, mais il l'avait fait comme on crée une association. Quand il rentre dans un lieu où des artisans
Produisent, créent de la valeur. Hein. Ou des start-upers lui disent qu'ils ont déjà vendu des prototypes dans le monde entier, ou qu'une designeuse, ou plus exactement une artiste, nous montre un objet qu'elle a vendu au musée de Corée. Il se passe quelque chose de très concret et très opérationnel. C'est évidemment formidable pour la relance, et c'est formidable parce que ça dit quelque chose de notre capacité d'innovation, de notre capacité de transformation. Ça dit quelque chose dans une société où on a toujours peur, et au fond la peur de ces transformations domine fortement. Ça dit quelque chose de notre capacité de nous renouveler dans le futur. Et puis de sauver nos territoires, dont on nous dit régulièrement dans des reportages, désertification des centres-villes, départ des jeunes qui n'ont plus de travail et qui permettent de maintenir l'activité dans des zones extrêmement rurales ou un peu reculées hors métropole, puisque dans Absolument. la carte, il y a les tiers-lieux métropolitains, puis il y a les tiers-lieux hors métropole qui sont intéressants d'ailleurs à examiner. Et qui sont plus nombreux et qui sont plus nombreux que dans les métropoles. Quand on observe la carte. Gauthier, je ne l'ai pas précisé, vous êtes chef d'entreprise, vous avez fait de la fusion-acquisition au départ il y a très très longtemps, vous avez créé votre entreprise, puis un jour on vous a retrouvé dans les images qu'on a vues, c'est-à-dire qu'il y a une machette à couper des herbes et à vous nourrir de riz. C'est quoi la suite de votre aventure? Parce que pour vous, je peux parler d'aventure. Qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant? Alors, je vais faire quelque chose qui va peut-être un peu vous étonner, c'est que je vais créer un tiers-lieu. Plus rien ne m'étonne. Un tiers-lieu sur une île déserte au large de Bornéo, une île d'une 50aine d'hectares, dans laquelle des gens pourront faire du coworking. Mais là, c'est le niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on vit en collectivité, ce qui était pas le cas avant. Une dizaine de personnes qui pourront s'initier à la vie sauvage, donc avoir moins le réflexe digital qu'une envie animale, je dirais, pour vraiment se réapproprier une vie en pleine nature, tout en travaillant. Et c'est une idée qui plaît beaucoup à un certain nombre de développeurs dans l'informatique qui sont un peu des nomades, digital nomades. Oui, c'est eux qui portent le digital nomade. Et quand j'en ai parlé à quelques-uns, la planche de surf et l'ordinateur. Ils ont trouvé ça génial. Sauf que j'ai dit, attention, c'est en mode survie, donc il faut apprendre à manger du poisson, enfin trouver du poisson, le pêcher, manger des racines. Là, vous perdez un peu en clientèle quand même. Non, finalement, ça leur plaît. Ça leur plaît. Je crois qu'il faut apprendre aussi à soustraire dans ces cas-là. En fait, vous recréez le kibbutz du début du XXe siècle. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est ça. On cultive, on cueille, on ramasse. C'est exactement ça. Voilà, on coupe le blé et on fait son pain. Mais vous savez que ce qui sont les tiers-lieux qui se développent le plus en ce moment sont des tiers-lieux nourriciers en France. Tiers-lieux nourriciers où des agriculteurs ou des personnes viennent se mettre ensemble. Mutualisent les outils et développent de l'agriculture, donc vous pouvez peut-être faire de l'agriculture. Ah mais c'est prévu. Et par ailleurs, 10% de nos revenus sont reversés à un village de pêcheurs qui est à 5 heures de bateau. 5 heures, oui, c'est à côté, quoi. Donc c'est à côté. Ouais. Donc on va éduquer les enfants pour la protection de l'environnement, éduquer les pêcheurs à ne plus mettre de la dynamite dans les coraux pour récupérer du poisson. Donc il y a un projet qui est environnemental qui est derrière, donc on va replanter des coraux. Et là vous allez partir 2 ans. On verra. Mais vous avez dit, on est d'accord. Il ne le dit pas à cause de sa femme. Ouais, c'est ça. Elle nous regarde. Vous avez bien l'espace, hein. Gauthier, vous avez bien une île, vous savez où vous allez. C'est une île de 50 hectares, qui est totalement déserte, mais qui appartient à un Français. Là, voilà, exactement. Vous n'y êtes pas aujourd'hui pour les raisons liées à la crise Covid. Tout à fait. Vous en êtes où, là? Vous êtes en train de préparer les sacs, vous êtes en train de vérifier les règles juridiques. C'est quoi le... J'attends pour l'instant aller en Indonésie, c'est assez compliqué, mais je pense que d'ici 3 mois, ce sera bon. Donc on lancera ça à ce moment-là. Et vous avez déjà le client, la clientèle qui s'est inscrite? J'ai pas mal de gens à qui j'en ai parlé qui sont enthousiastes et qui me demandent quand est-ce qu'ils peuvent réserver, parce qu'on va faire aussi du team building. Donc, en gros, ce sont des expériences d'entreprise, mais façon Koh-Lanta. Tiens, et si l'équipe Bismart allait faire un petit team building chez vous, ce serait génial. Avec plaisir. Ça nous permettrait évidemment de nous réapproprier la nature. Et vous ferez la première émission de télé sur une île déserte. Ah, mais ça serait formidable. Si on avait assez d'énergie grâce à vos panneaux solaires, on pourrait l'imaginer. Écoutez, l'invitation est lancée. Je ne suis pas sûr que toute l'équipe parte avec moi en courant, mais en tout cas, l'invitation est lancée. Merci à vous, Gauthier, tout le monde. Robinson Volontaire, c'était votre livre en 2015 qui était sorti. Puis la préparation, si vous avez besoin de renseignements, il a un site internet. Si vous vous dites, tiens, moi je suis un digital natif, je vais partir, et ben c'est le site internet de Gauthier Tout le monde. Je remercie Patrick Lévivette d'être venu nous rendre visite parce que l'emploi du temps est chargé. Les rapports sont assez riches. Il y a un rapport très épais, très détaillé, avec des photos, de très belles photos d'ailleurs. Et puis il y a un rapport de synthèse avec des propositions concrètes parce que diagnostic, mais aussi propositions pour pérenniser, c'est le mot qu'on peut garder peut-être, pérenniser ces tiers-lieux pour pas que dans 2 ou 3 ans, ils disparaissent
reste, il faut continuer à les soutenir. Merci Patrick Lévivette d'être Merci. venu. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Alors là, on revient à un sujet un peu concret, les métiers du ferroviaire. C'est un peu compliqué parce que, comme dans beaucoup de secteurs, il y a pénurie et ces métiers ouvrent leurs portes pour mieux faire connaître leurs activités. On en parle dans Fenêtre sur l'emploi.